Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Lightroom, mais encore le 197e, où on va regarder les dernières petites nouveautés qu'il y a à l'intérieur de la version 15 d'octobre 2025. Alors je vous ai fait l'épisode 195, c'était le tri assisté, l'épisode 196, c'était les principales nouveautés. Et on va regarder maintenant les derniers petits trucs. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant si on crop? D'accord, donc je vais cropper, d'accord. Vous voyez qu'on a ici les paramètres de développement et vous pouvez maintenant développer en croppant. Tandis qu'avant, il fallait sortir du crop et il fallait retourner ici dans modifier. D'accord? Alors c'est parce que mon crop il est pas bien, je vais le remettre comme il était. Donc ça, c'est une des premières nouveautés. Ensuite, lorsque vous étiez en épreuvage d'écran, si vous ne savez pas ce que c'est l'épreuvage d'écran, vous cherchez comme d'habitude épreuvage d'écran, oui, photo, c'est pour simuler le résultat d'une impression. Par exemple, maintenant, vous pouvez cropper en épreuvage d'écran, tandis qu'avant, on ne pouvait pas le faire. Donc ça, c'est les choses qu'on peut faire maintenant, tandis qu'avant, on ne pouvait pas le faire. Donc, vous pouvez cropper et en même temps développer. Ensuite, Adobe vous dit qu'il a amélioré plein de choses sur la performance. Alors ça, je ne peux pas trop vous le montrer, déjà parce que j'ai plus l'ancienne version, mais surtout que j'ai une machine assez performante. Donc en fait, vous dire est-ce que ça va plus rapidement, moins rapidement qu'avant, je m'en rends pas forcément compte parce que ça va déjà assez rapidement chez moi. Mais ils ont fait pas mal de boulot autour des performances, notamment sous Windows. Donc ça devrait être un peu plus fluide. Si vous aviez une machine qui rame un peu, ça devrait être un peu mieux. Ensuite, l'autre truc, c'est qu'a priori, on est capable maintenant d'exporter en 4K dans un diaporama. Alors, on va prendre, je sais pas, deux photos. Voilà, je vais prendre celle-là et celle-là, qui sont deux photos. Est-ce qu'elles sont différentes? Oui, elles sont légèrement différentes. Très bien. Je vais aller en diaporama. Ok, je vais photo sélectionner, donc normalement mon diaporama, j'ai deux photos dedans, d'accord, j'ai celle-là, et si je regarde, voilà, la diapositive 1, préparation, toujours été hyper lent le diaporama, et préparation de la diapositive 2, et donc normalement, il me montre la diapositive 1 et la 2, voilà, je ne l'ai pas franchement vu, mais on va dire que ça a marché, oui, voilà. Il y avait des effets dessus, très bien. Et ça, maintenant, on peut l'exporter en 4K. Donc, si on fait exporter la vidéo, normalement, ici, on a 4K. Alors, de mémoire, moi, je le faisais, mais j'avais bidouillé un fichier quelque part. Mais maintenant, vous pouvez le faire là directement. Donc, vous pouvez exporter ça en 4K. C'est vrai qu'il y a de plus en plus d'écrans 4K, donc ça peut être intéressant d'exporter en 4K. Mais comme je dis, il y avait une bidouille, je crois même que j'ai fait un épisode là-dessus. C'était pas grand-chose à faire, mais voilà. Maintenant, vous l'avez officiellement supporté à l'intérieur de Lightroom. On va faire annuler. Alors, si vous êtes l'heureux propriétaire d'un Leica, vous pouvez maintenant faire du mode connecté avec les Leica. Alors, j'en ai pas, malheureusement. Donc, si quelqu'un veut m'envoyer un petit Leica avec un petit objectif qui ouvre à 0,95, il n'hésite pas une seconde. Promis, je ferai un test pour montrer le mode connecté des Leica. On a plus de choses dans les tests des collections dynamiques. Alors, on va aller créer une collection dynamique. Et on va voir un peu ce qu'on a là. Et là, on a deux choses qui sont, à mon avis, assez attendues. C'est à des mentions j'aime, à des commentaires. Ça sert à quoi? Maintenant, vous pouvez faire une collection à l'intérieur de Lightroom. Cette collection, vous pouvez l'envoyer vers le cloud et vous pouvez la partager avec des personnes. Si ces personnes se connectent soit avec un compte Adobe, soit avec un compte Apple, soit avec un compte Google, elles peuvent mettre des likes sur les photos. Simplement, on n'avait pas dans les collections dynamiques la propriété de filtrer par le like mis par la personne et maintenant on l'a ici. Est vrai ou est faux. Donc on peut partager des photos avec quelqu'un et on peut voir les likes qui ont été faits. Comme ça, vous envoyez une collection ou à quelqu'un qui doit sélectionner les photos, vous voyez directement les photos qu'il a sélectionnées. Avant, on pouvait trier par commentaire. Et donc, celle qui avait un like se retrouvait à la fin du tri. Ok, il y avait une possibilité comme ça, tandis que là, on l'a directement là. Et on a aussi à des commentaires, ce qui est pas mal.
Comme il y a de plus en plus de choses qui arrivent au niveau développement, on a aussi plus de choses. Vous voyez ici, par exemple, on a la suppression des distractions. Air, reflet, personne, poussière. Donc si vous avez, ça je vous l'ai montré poussière, si vous voulez trouver les photos sur lesquelles vous avez utilisé la fonction suppression des distractions poussière, ben vous pouvez le faire ici. D'accord? On a également, alors suppression manuelle est supprimer hors ligne, supprimer IA générative, corriger, dupliquer. Donc là, vous pouvez voir les photos sur lesquelles vous avez fait une suppression d'IA générative. D'accord? Ou si vous avez fait supprimer et que vous n'aviez pas utilisé l'IA générative, ça c'est la petite case à cocher qui est... Alors on va aller là, on va arrêter ça, on va aller en développement, on va aller sur supprimer, et vous voyez qu'ici il y a IA générative ou pas. D'accord? Vous pouvez très bien ne pas utiliser l'IA générative. Donc c'est le IA, c'est le supprimer hors ligne. Si vous cliquez ça, c'est l'IA générative. Et autrement, vous avez le tampon ou vous avez ça. Donc ça vous permet de repérer beaucoup plus facilement vos photos et d'aller trouver ce qui a été supprimé et comment. Donc ça, il y en a quelques-unes comme ça à l'intérieur des collections dynamiques. Je vous laisse aller les découvrir, mais je dirais celles qui vont être les plus intéressantes à mon avis, c'est le GEM, parce que ça, il y en a beaucoup qui attendent ça justement pour avoir un moyen simple de repérer les photos qui ont été sélectionnées par leurs clients quand ils partagent comme ça via le Lightroom Cloud quelque chose. Alors maintenant, vous avez aussi, on va retourner en bibliothèque, on va retourner en dossier, vous avez maintenant une alerte s'il manque un sous-dossier. Vous voyez ici, vous avez une alerte. Je vous dis attention, il y a des sous-dossiers manquants. Alors vous allez dire, comment ça se fait que tu aies des sous-dossiers manquants? Simplement parce qu'en allumant ma machine, mon PC a décidé de réparer un disque, et en le réparant, il a viré certains clusters, donc il y a certaines informations qui sont parties. Mais comme j'ai une bonne sauvegarde, j'ai tout récupéré. Alors je suis en train de tout récupérer, parce qu'il faut quand même copier, ça prend du temps. Donc vous voyez que là, il me dit, il en manque, et puis donc si on va fermer le 2012, et vous voyez qu'il me dit qu'il en manque en 2021, 2022, 2023, les dernières. Et si on va dans le 2022 ici et qu'on se promène, ben là on voit, il y a un point d'interrogation. Il me dit, attention, celui-là, il est manquant. Donc là, j'ai perdu 88 photos. En fait, j'en ai perdu 3000 sur les 100 000 que j'ai à peu près. Donc, je suis en train de récupérer tout ça, c'est pas bien grave, mais je peux vous confirmer en effet qu'il y a maintenant une icône d'alerte quand il vous manque un sous-dossier. Alors ensuite, je suis allé là dans les exifs. Maintenant, les temps sont affichés en heures, minutes, secondes, millisecondes. Et là, j'ai 3 petits zéros qui sont là, parce qu'il y a des appareils qui, semblerait-il, maintenant fournissent la milliseconde. Donc là, on l'a là. Moi, mon appareil, manifestement, ne le fait pas. Je vais aller voir sur une photo plus récente. Donc, sur une photo plus récente, je ne l'ai pas non plus. Ici, vous voyez que j'ai 000, donc mon R7 ne doit pas fournir la milliseconde. Ou alors, attendez, je vais aller, on va faire exif ici, on va aller voir maintenant un peu tout le monde, parce que vous voyez que moi j'étais en par défaut ici, et on va voir s'il y en a quelques-uns qui apparaissent en millisecondes. Là, je suis en quoi? Ah oui, ici. Date et heure d'origine. Vous voyez, j'ai de la milliseconde ici. Bon, à voir à quoi ça va me servir. Mais je ne suis pas à la milliseconde près, mais il y a peut-être des applications où la milliseconde est importante. Donc maintenant, vous avez les millisecondes dans l'affichage des heures. Vous avez heure, minute, seconde, milliseconde. Maintenant, un dernier point également qu'a changé Adobe. Alors là, on est avec la belle Barbara, même si vous ne la reconnaissez pas. Avant, on avait Isabelle, et encore avant, on avait Alizé. Et vous avez remarqué que le développement se complexifie. C'est-à-dire qu'il y a cette notion de masque, il y a vraiment des paramètres qui arrivent de partout maintenant. Et dans Lightroom, vous avez ce qu'on appelle les fichiers XMP. Alors, je vous rappelle que les fichiers XMP ne sont pas obligatoires du tout. Moi, je ne les génère pas parce que je trouve ça, entre guillemets, problématique. Ça provoque beaucoup de confusion chez les utilisateurs. Ils voient apparaître des petites icônes disant que le fichier XMP a été modifié, mais ils ne comprennent pas pourquoi, alors ils se demandent ce qu'il faut faire. Faites déjà une bonne sauvegarde de votre catalogue, ça sera la première étape. D'accord ? On va dire que ceinture et bretelles,
La ceinture, c'est la sauvegarde du catalogue. Les bretelles, c'est une très bonne sauvegarde du catalogue. Et ensuite, potentiellement, les XMP peuvent vous sauver la vie dans des cas très particuliers. Mais si vous avez des bonnes sauvegardes et que vous savez surtout les ramener, vos sauvegardes, vous n'en aurez pas vraiment besoin de ces fichiers XMP. Donc, bref, ces fichiers XMP ont plein d'informations et avaient les informations de développement. Le seul problème, c'est que les fichiers XMP commençaient à devenir assez énormes. Donc, en fait, Adobe a préféré séparer ça en deux, avec des fichiers XMP qui va avoir les métadonnées, et un fichier ACR, qui est quelque chose utilisé par Camera Raw, donc qui, lui, va avoir le développement. D'accord? Donc, si vous prenez une photo comme ça, et que vous allez dans métadonnées, et on va faire enregistrer les métadonnées dans le fichier, donc il vous dit, voilà, ça va vous créer un fichier à côté, sauf si vous aviez ce genre de format où il peut le mettre dedans. Là, on est dans un CR3, donc on a un vrai RAW, donc je vais continuer, d'accord? Et ensuite, ça, on va faire afficher dans l'explorateur. Et vous allez donc avoir la photo qui va se trouver quelque part, voilà, ici. Et vous voyez que vous avez maintenant la photo avec un fichier XMP et la photo avec un fichier ACR. Voilà. Donc ça, c'est pour que les fichiers XMP soient pas trop grands. Alors, Adobe dit aussi que ça réduit la taille du catalogue. Perso, je vois pas trop pourquoi. Mais en tout cas, sur la génération des fichiers, maintenant vous avez deux fichiers. Vous avez le fichier XMP et le fichier ACR. Donc vous avez deux types de fichiers sidecar maintenant avec votre image. Et le dernier point qui nous reste, on va aller dans modifier préférences édition externe. Édition externe. Et ici, le modifier dans Photoshop, vous voyez que vous avez plus de paramètres. Maintenant, vous avez, si vous travaillez normalement, si vous travaillez en HDR, vous pouvez ici choisir un espace colorimétrique HDR. Vous pouvez ensuite, vous êtes en 32 bits évidemment. Donc voilà, ça c'est un peu, on va dire, pas complexifié, mais ça vous donne plus d'options. Personnellement, comme moi je suis toujours en SDR, j'ai pas trop le problème. Mais si vous développez en HDR, vous pouvez envoyer vers Photoshop les choses à un format différent. Ben écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Donc, quand même beaucoup de choses sur cette version 15 qui sont arrivées. Certaines vont vous servir, d'autres vous serviront moins, comme d'habitude. Mais ce qui était important de voir, c'est que le logiciel continue à évoluer. On continue à avoir des nouvelles fonctions qui arrivent. Et ça, c'est plutôt encourageant. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci, au revoir.